Allez, c'est parti. L'objectif de la soirée, on va essayer vraiment de tenir 40-45 minutes ensemble, pas plus, et puis quelques questions ensuite. Euh, Forcément, on ne peut pas aborder le marché des céréales. Alors, on va bien sûr parler de céréales et d'engrais. On ne peut pas aborder ces marchés-là aujourd'hui sans parler de politique, de macroéconomie, de géopolitique. C'est obligatoire. Donc, on va faire un point macro quand même peut-être un petit peu plus développé que sur les webinaires précédents, parce que ben, l'actualité est quand même assez chargée et on a forcément un besoin de faire le tour de ce sujet-là. Mais on va aborder les céréales, on va aborder les engrais et n'hésitez pas, je le répète, à poser vos questions sur la droite normalement de votre écran dans ce qui est défini pour ça. Donc on est parti pour un point macro. On commence par le très macro avec les projections de croissance mondiale pour l'année 2022 et 2023. Donc on voit que mondialement, il y a un ralentissement de la croissance qui va s'opérer dès cette année, mais qui va continuer l'année prochaine. Ce ralentissement de la croissance, il est particulièrement visible dans l'hémisphère nord, dans la partie occidentale. On voit que dans les pays émergents, c'est un peu moins visible, même si on peut noter qu'en Chine, il y a un ralentissement de la croissance et elle va connaître la plus petite croissance depuis 1990. Donc il y a quand même un fort ralentissement. Donc quelles sont les causes de ce ralentissement de la croissance? C'est d'abord l'inflation, la guerre en Ukraine, les coûts de l'énergie qui augmentent et qui font donc augmenter les charges et ralentir les productions. La Chine, qui est en équilibre assez fragile, on va dire assez rudimentaire, on va en reparler d'un point de vue économique. Et puis la reprise post-Covid, donc ça on en entend parler tous les jours. L'impact sur nos marchés, c'est d'abord que les acteurs du marché vont être peu confiants pour la suite des événements. Donc ça va probablement créer un peu moins de liquidité sur les marchés. Et les acteurs vont se concentrer sur les valeurs refuges, donc comme l'or, le dollar, l'immobilier. Ça risque d'avoir des conséquences, nous, sur les céréales, principalement parce qu'il va y avoir moins d'actions sur le marché, moins de liquidité, moins de volatilité. Donc, ça va forcément impacter tous les cours qui nous concernent aujourd'hui. Et puis, il va y avoir aussi une baisse de la demande mondiale. On ne sait pas encore à quel niveau sur la partie alimentation, mais on sait que globalement, le monde va ralentir et avec lui, la demande. Donc, si on regarde l'inflation en premier, donc parmi toutes les causes de ces ralentissements de la croissance, on sait que l'inflation, elle est due à cette reprise post-Covid et principalement à la reprise post-Covid de la Chine. Donc, la Chine, comme vous le savez, elle est encore dans sa politique zéro Covid, même si apparemment c'est en train de changer depuis aujourd'hui. Xi Jinping est en train d'y réfléchir. La guerre Ukraine-Russie, donc ça aussi, on va faire un focus là-dessus juste après. Et puis, donc tout ça crée des tensions mondiales qui impactent forcément les variations d'inflation. Et puis aussi cette pénurie de semi-conducteurs qui n'a pas un impact direct, mais qui impacte en fait les capacités de production industrielle, par exemple la production de tracteurs, la production de tout l'électronique, quoi, finalement. Exactement. Alors, si on regarde les prévisions d'inflation de l'OCDE, hein, on va quand même prendre deux secondes pour regarder ça. On a ici le Brésil qui est le plus touché, j'allais dire, autour de 11% d'inflation. On va retrouver l'Europe qui est autour de 8%. Les USA qui sont à un bon 6 et la France juste derrière a également 6. Donc c'est vrai que 6% d'inflation, alors qu'on est plutôt habituellement sur 2%, ça a un impact assez important, forcément, et c'est aussi pour ça que côté Europe, la BCE ou côté américain, la Fed, mettent tout ce qui est possible en œuvre pour essayer de limiter cette inflation et notamment par régulièrement des hausses de taux. Encore cette semaine, oui, début de semaine, on a eu la Fed hier, je crois, il me semble, de mémoire, qui a rajouté 0,75 sur les taux. On voit à l'inverse la Chine ici qui est autour de 2, donc sur des choses qui pour nous sont assez basses, qui pour elles, par contre, sont un peu plus hauts que d'habitude.
Et donc ça, c'est sur le bilan 2022. Si on regarde la projection 2023, donc c'est juste les petits carrés rouges qui viennent de se rajouter. Alors, ce ne sont que des prévisions, bien sûr, il peut se passer encore pas mal de choses. On voit que globalement, on a pas mal de pays qui prévoient un taux d'inflation en baisse sur 23, ce qui n'est pas le cas sur la France, même si ce ne sont que des prévisions. Et on voit que même sur la Chine, on peut avoir une inflation qui pourrait être un petit peu plus élevée quand même que ce qu'on a actuellement. Donc si on a 22 plus 23 à 2 fois 6% d'inflation, c'est vrai que sur l'économie, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, il y a des conséquences directes qui nous concernent sur les céréales et les engrais. Donc, c'est d'abord, comme disait Olivier, l'augmentation des taux d'intérêt des différentes banques et le dollar qui reprend de la valeur. Donc, si on se concentre sur la parité euro-dollar, on voit qu'aujourd'hui, on est au plus bas depuis 2002. Donc, on est vraiment bas par rapport à notre historique et on est dans une constante chute depuis 2021. Donc, ça a quoi comme conséquence sur les céréales? Bah, c'est qu'on va être compétitif aux exports. Donc, c'est plutôt bénéfique par rapport à nos exports de blé notamment. On exporte beaucoup. Mais par contre, côté achat, bah, côté import, on a moins de force de l'euro. Donc, ça va être plus difficile pour nous d'acheter des engrais, de la ferraille, etc. Donc, ça va augmenter directement les charges. Les charges. Si on regarde les autres conséquences de l'inflation qu'a décrit Olivier, c'est aussi la baisse de la consommation globale. Forcément, les prix augmentent, donc les consommateurs achètent moins. Et puis, le coût de l'énergie qui augmente, donc ça, on va le voir tout de suite. Alors, le coût de l'énergie, on en a beaucoup parlé forcément depuis le 24 février, depuis la guerre en Ukraine. On vous l'a représenté ici sur ce graphe qui, en vert, reprend le coût de l'électricité, en rouge reprend le prix du gaz. Il nous a apparu opportun de comparer les deux et de voir qu'il y a quand même une corrélation entre les deux, même si on a un écart qui est assez important. Les deux se suivent et quand les deux connaissent des pics, et encore là on l'a écrété puisque c'est monté à plus de 700, hein, mais on a vraiment des niveaux très très importants et quand on a un mix de l'électricité plus du gaz qui est fois des chiffres qui sont monstrueux. On vous les a mis ici, hein, plus 350 pour le gaz, plus 858 par rapport à 2021. Donc c'est des éléments complètement aberrants. On est habitué à avoir un gaz autour de 25 euros le mégawatt. Là, il est monté sur des valeurs qu'on n'avait jamais connues. Donc forcément, c'est des niveaux très très élevés et qui ont des conséquences sur les industries, alors les particuliers pas trop parce que l'État s'en occupe, mais sur les entreprises notamment. Côté pétrole, si on met les énergies, on peut mettre le pétrole. Alors le pétrole, lui, est plutôt stable pour l'instant, autour de 95 dollars le baril encore aujourd'hui. On a l'OPEP qui normalement nous promet une baisse de la production autour de 2 millions, 2 millions de barils jour, pardon, dès le novembre, donc ça ne devrait pas traîner. Et donc ça veut dire que le prix devrait se maintenir, voire peut-être remonter un peu. Donc ça veut dire quand même que clairement, il y a un risque que le GNR remonte ou en tout cas reste sur des prix conséquents, on pourrait dire. Et on voit en parallèle, le petit graphique qu'on vous a mis ici, pardon, la production d'éthanol aux USA qui consomme, pour rappel, hein, grosso modo 100 millions de tonnes de maïs, donc ce qui n'est pas rien. En rouge, vous voyez ici que on a retrouvé de la dynamique après un creux récent, on a retrouvé de la dynamique et on repasse au-dessus de la production moyenne de 5 ans, donc ce qui est plutôt positif pour la consommation de maïs, si on le résume ainsi. Les conséquences que va avoir ce paquet énergie sur les céréales, ça va être des questions alors, qui se posent un peu moins aujourd'hui parce que le coût a rebaissé, mais qui se sont posées il y a très peu de temps et qui ont eu des conséquences, notamment est-ce que les usines vont continuer de tourner ou pas, les triturateurs par exemple, les usines d'engrais, on reviendra dessus en fin de webinaire, il y a eu réellement un ralentissement de la production d'engrais parce que l'énergie était trop chère. Le complexe des huiles qui pourrait
être poussé vers le haut parce que l'énergie est très chère, donc ça c'est plutôt dans les éléments positifs. L'augmentation de la demande en biocarburants liée à la... Alors il y a un côté mode, entre guillemets, mais il y a aussi un côté hausse du pétrole et donc coût du pétrole qui fait que les biocarburants sont plus rentables et qui donc par conséquent permis de maintenir notamment le prix du maïs assez haut. Et l'augmentation, ça c'est dans les choses moins rigolotes, l'augmentation des coûts de production, notamment par le GNR ou le séchage pardon, du maïs. Voilà pour les énergies. Donc, si on passe à un autre sujet, c'est le corridor et l'Ukraine. Donc, on a décidé de passer assez rapidement là-dessus parce que c'est des sujets dont on entend parler régulièrement. Mais globalement, malgré les tentatives de l'Ukraine pour exporter ses céréales par d'autres voies terrestres, voies ferroviaires, pour exporter directement en Europe, on voit que c'est assez vain, puisque 95% des céréales ukrainiennes passaient par le corridor avant la guerre, et aujourd'hui, c'est quand même 80% des céréales qui passent par le corridor. Donc ça représente seulement 1 million de tonnes par mois qui passent par voie terrestre et ferroviaire directement, et 4 millions de tonnes qui passent par le corridor au mois d'octobre. Donc on voit quand même que si le corridor ferme aujourd'hui, ça a un impact direct sur la capacité d'export des Ukrainiens. Donc les conséquences de ce corridor, c'est est-ce qu'il va y avoir une concurrence russe et ukrainienne par la suite, donc après le 19 novembre, date de fin du corridor, ou non. Donc si le corridor ferme, les Ukrainiens vont avoir énormément de mal à exporter. Les Russes vont se mettre à dos une bonne partie du monde. Donc, est-ce que la géopolitique va impacter directement le choix des fournisseurs, à savoir que les Russes et les Ukrainiens aujourd'hui sont les plus concurrentiels, on va le revoir après. Donc voilà pour Corridor, c'est assez rapide parce que c'est des sujets que normalement on entend parler tellement souvent qu'on maîtrise. Mais ô combien agitateur du marché, on en a fait les frais ce début de semaine avec un aller-retour assez spectaculaire sur les marchés. Un élément qui nous semble, alors dont on parle beaucoup moins que le corridor de l'Ukraine actuellement, mais qui nous semble quand même très très important. Alors parce que c'est énorme, bien sûr. 8% des terres cultivables sont en Chine, 19% de la population mondiale est en Chine. On l'a écrit en plus petit, mais ça a son importance aussi. La Russie, 2% des imports de la Chine sont liés à la Russie, donc tout ça est quand même lié. Et donc cette partie chinoise est à surveiller de très très près parce que c'est énorme, bien sûr, c'est énorme en consommation, c'est énorme en production, mais aussi parce que dans la politique, on a une reprise post. Alors, il y avait la politique zéro Covid, et donc on est maintenant dans la reprise post-Covid. Donc aujourd'hui encore, ils nous annoncent que c'est bon, le Covid, cette fois, ils vont passer outre et ils vont faire sans. Et c'est déjà la 2e ou 3e fois qu'ils nous annoncent ça. Et pourtant, ils ne reviennent pas à une politique classique et ce Covid pose toujours et encore des problèmes dans leur production, tout simplement, hein, et dans leur consommation au quotidien. Donc, avec toutes les répercussions qu'il y a derrière. Et vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse usine qui produit un iPhone sur 2 mondial et qui avait séquestré 200 000, enfin, où il y a 200 000 salariés qui avaient séquestré énormément de monde. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème là derrière, avec des conséquences derrière, forcément, sur la consommation et les productions. Il y a aussi une crise immobilière, alors, dont on n'entend plus trop parler, mais qui est toujours réelle, avec des bâtiments tout neufs qui n'ont jamais été mis en circulation, en location, qui sont écroulés parce qu'ils coûtent trop cher aux propriétaires. Enfin, il y a quand même des choses très très bizarres. On a aussi la Chine qui est ultra dépendante aujourd'hui aux US et au Brésil, notamment des protéines, hein. Ils sont encore aujourd'hui en train de construire des porcheries. Donc la dernière en date, c'est une porcherie de 26 étages, donc c'est monstrueux. Et donc, ils n'arrivent pas à produire suffisamment pour être autosuffisants. Donc, ils importent, par exemple, 100 millions de tonnes de soja tous les ans. Ça, pour l'instant, c'est une réalité. Le problème, c'est que s'ils sont aux achats ou s'ils ne sont pas aux achats, c'est énorme la répercussion que ça peut avoir sur les cours.
Et on a aussi un déficit commercial agricole chinois qui atteint un record historique en 21 de 135 milliards de dollars américains, donc qui est forcément, qui fait partie des choses qu'on est obligé de citer parce que c'est conséquent pour la suite. On a aussi bien sûr une dépendance économique au marché occidental, hein, le lien entre la Chine et le reste du monde, j'allais dire, mais notamment le monde occidental. Et donc forcément, j'allais dire, si la Chine s'enrhume et risque d'éternuer, c'est tout le monde qui risque d'être éclaboussé. Donc cette Chine qui ne va pas bien, en tout cas qui va moins bien que ce qu'on l'a connu, peut avoir des répercussions assez rapidement. Voilà. Et bien sûr, là encore, on va retomber sur de la géopolitique. On a forcément les tensions entre Taïwan, enfin autour de Taïwan, du sujet Taïwan, entre la Chine et les USA, et plus récemment, vous l'avez vu ce début de semaine, les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud, qui montrent les biceps ou les pectoraux à celui qui sort le plus gros missile et celui qui fait des étincelles les plus fortes dans le ciel. Donc tout ça reste quand même assez fragile et reste vraiment à surveiller. Bon, politiquement, réélection de Xi Jinping, donc on ne change pas une belle politique qui fonctionne et on reste en place et on continue. Donc, quand même quelques répercussions très visibles, hein. C'est forcément la parité entre la monnaie chinoise et le dollar américain, avec un point bas autour de 0,14 actuellement, sur ce qui est le plus bas de ces dernières années, donc qui montre quand même qu'il y a bien des choses qui se passent sur la Chine, tout simplement. Euh, pour essayer de résumer l'impact potentiel sur les céréales, ben c'est si la Chine ne va pas bien, elle consomme moins bien. Si elle consomme moins, elle va faire moins d'imports. Et si elle fait moins d'imports, ça bloque tout le rouage économique mondial autour de cette consommation. Si Taïwan, si ça venait à s'enliser, ben Taïwan reste quand même une route maritime. On l'a eu publié sur une lettre d'info, si vous vous en souvenez. C'est une route maritime monstrueuse mondialement. Donc, s'il y avait des soucis autour de Taïwan, il y aurait forcément des répercussions sur le transit mondial. Ça pourrait déstabiliser l'économie mondiale. Ça, c'est peut-être à l'extrême, mais aujourd'hui, c'est un risque et il faut quand même l'avoir en tête. Et avec la nouvelle route de la soie, on peut avoir des changements de flux de céréales. Et à ce moment-là, l'Europe n'est pas forcément dans les mieux placés avec ce changement-là. Voilà pour... on a essayé de faire un tour global de ce qui se passe en Chine. Donc là, on va partir petit à petit dans le cœur de notre sujet, donc avec d'abord les fabrications d'aliments pour bétail. Donc pour un petit contexte, les fabrications d'aliments pour bétail, ça représente 990 millions de tonnes transformées dans le monde. Donc ça, c'est le chiffre de 2019, chiffre plus récent, on n'a pas le chiffre plus récent. Mais ce qui est à noter, c'est que ça représente presque 60% du débouché des maïs et 18% des débouchés du blé. Donc c'est quand même un débouché qui est hyper important et en Europe aussi. Parce dans le monde, en Europe et en France, donc on a fait un petit focus sur la France, où cette année, on a transformé 8,5 millions de tonnes de maïs. C'est quand même 500 de céréales, pardon. C'est quand même 500 000 tonnes de moins que l'année dernière. Donc, c'est eu un impact notamment sur le maïs, où on a transformé seulement 2,3 millions de tonnes, contre 3,1 millions de tonnes de prévues. Par contre, en blé et en orge, on a un petit peu augmenté avec 4,4 millions de tonnes de blé qui ont été transformées et 1,3 million de tonnes d'orge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu une baisse de la demande? Et ben parce que déjà, il y a eu une décapitalisation dans les fermes de bovins, du coup, où on a eu beaucoup moins d'abattage de bovins cette année. Il y a eu la grippe aviaire, donc on vous en a beaucoup parlé dans les stratinfos, où il y a énormément de foyers qui ont été répertoriés en France et en Europe. Et puis pourquoi le maïs, c'est celui qui a le plus pris, entre guillemets? Ben parce que le prix du maïs par rapport au blé et à l'orge n'était pas concurrentiel au niveau des protéines. Donc les transformateurs se tournaient plus facilement vers le blé et vers l'orge, donc les céréales à paille. Les conséquences directes sur les céréales, donc c'est qu'il y a eu une baisse de la demande en maïs. Ça a été concordé en France avec une baisse de la production, dont vous devez savoir qu'on a atteint seulement 10 millions de tonnes de maïs cette année en France. Une demande un petit peu plus importante en orge et en blé que ce qui était prévu, et puis un total de quand même 500 000 tonnes de moins utilisées en fabrication pour aliments.
Si on part plus, on va dire, plus profondément Ouais, sur on va sur le rentrer un blé. peu plus dans le vif du sujet. Je vois pas de questions. N'hésitez pas, hein, s'il y avait des choses pas claires sur cette partie macro, on y répond maintenant, on y répond au fur et à mesure. N'hésitez pas. On a oublié de dire en introduction, mais on enregistre ce webinaire, donc on vous le mettra à disposition sur YouTube si vous voulez le revoir, si vous voulez le partager avec quelqu'un. Et on vous fournira également la présentation pour que vous puissiez revenir sur une ou deux diapos s'il y a des choses qui ont été pas claires ou sur lesquelles on est passé un peu rapidement. Alors sur le blé, si on rentre un peu plus dans le détail de ce qui nous intéresse vraiment au quotidien, même si j'insiste bien, hein, cette partie macro, on a volontairement passé du temps dessus parce que on a un peu cette épée de Damoclès, moi je le vois un peu comme ça, qui est au-dessus, on le voit, il y a la politique, mais il y a quand même cette partie économique, moi, qui nous inquiète concrètement sur les mois à venir, peut-être même un an ou deux, on va voir, mais ne pas sous-estimer cette partie économique. On a voulu faire assez simple, hein, sur les cultures pour pas vous prendre trop de temps. On a remis ici les chiffres des exports en blé prévus. Alors c'est les chiffres USDA qui sont prévus actuellement avec l'ensemble des récoltes qui se terminent dans le monde. Enfin encore Australie, on va le voir, qui n'est pas commencé, donc à venir. Mais en tout cas sur la récolte 22. Donc, si on fait un premier focus, ces exports au global pèsent 187 millions de tonnes, pour remettre un chiffre dessus, sur une production globale de 780 millions, hein, grosso modo, donc 187 millions d'exports, d'échanges. Donc, on voit que déjà sur le bassin mer Noire, hein, on va avoir la Russie plus l'Ukraine, sachant que la Russie, on est peut-être dans une estimation basse, et les derniers, donc ça c'est des chiffres USDA, les derniers chiffres qu'on peut croiser de d'autres opérateurs, de d'autres analystes, parlent de plus de 100 millions de production, avec potentiellement autour de 50 millions d'exports. Dans les 50 millions, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a une partie qui provient de l'Ukraine, donc que les Ukrainiens forcément ne pourront pas exporter puisqu'ils n'ont plus, mais qui ont franchi la barrière et qui sont aujourd'hui sous bannière russe, on va dire. En tout cas, c'est les Russes qui vont détenir une grosse partie des exports sur cette campagne 22-23 qui est déjà bien entamée. Ce qu'on peut également dire, c'est qu'on a aujourd'hui, on est en attente donc de l'hémisphère sud, Australie, Argentine, avec d'un côté l'Argentine qui est dans des situations très sèches, qui prévoyait plutôt 17 millions de tonnes de production, pardon. Ils en gardent à peu près 6. Là, on était sur 13. Les derniers chiffres qui sont sortis, c'est plutôt que le 13 pourrait ne pas être des exports, mais plutôt de la production. Donc ça veut dire que sur la partie argentine, on a quand même 5-6 millions de tonnes encore qui se baladent en doute, parce que très sec en Argentine. À l'inverse, sur l'Australie, donc c'est vraiment les deux zones qui restent à récolter encore aujourd'hui. Sur l'Australie, le problème est complètement l'inverse, hein, puisque c'est l'effet La Niña. Quand il pleut en Australie, il fait très sec en Argentine. Donc sur l'Australie, on a énormément de production attendue. Par contre, avec grosso modo 30% du volume australien qui est en risque qualité. Le sud-est du pays, à l'ouest tout va bien, sur le sud-est, on a un réel problème de qualité avec des blés qui sont dans l'eau depuis bien trop longtemps. Donc ça va être à surveiller et ça va être bien sûr à regarder dans les semaines à venir. Côté import, si on met les imports face à ces exports, pour toujours parler de bilan et de balance, on va retrouver, on est autour de 114, de 115 millions de tonnes. On va retrouver l'Asie, que vous voyez en bleu ici, qui va représenter un gros tiers des imports. Donc, d'où l'intérêt, pardon, aussi, dont on parlait tout à l'heure, hein, de la Chine notamment. Est-ce que la Chine va consommer du blé ou pas, et autres produits, avec un risque qu'elle importe moins si son économie ne va pas bien, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, donc ça veut dire que par rapport à ça, vraiment surveiller tous ces éléments. Et on a remis l'Afrique du Nord ici, qui
à 30 millions et elle, un plutôt très bon client historique de la France, de l'Europe, mais de la France. Donc l'Afrique du Nord aussi. On sait qu'il a fait une production pas bonne à cause du sec, donc qui a encore des choses à importer et qui pour l'instant en a déjà fait un peu, mais qui pour l'instant n'est pas très en avance sur ses imports. Pour juste synthétiser le bilan mondial du blé, la conso, 790 millions, la production, 780. Il ne faut pas être mathématicien pardon, pour voir qu'on n'est pas dans le bon sens et qu'on va consommer plus qu'on va produire. Donc forcément, on va taper dans les stocks. Et on a remis donc, des exports autour de 200 millions au global et 267 de stock fin prévus. Donc ça veut dire que grosso modo, on a une conso, ça c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau mais c'est toujours d'actualité. On a une conso monde supérieure à une production monde égale tension sur les marchés. Si on regarde un petit peu la concurrence mondiale sur les blés, on vous a mis les différents prix FOB actuels, donc là ça date de ce matin, sur les différentes régions du monde. Donc on voit notamment, je vais juste retourner chez moi. On voit notamment que l'Argentine est particulièrement chère par rapport à la France, où on est à 353 au port de Rouen, 353 eurotonnes. Donc l'Argentine, c'est pas vraiment un concurrent. Les Américains, ils sont assez chers à 385 eurotonnes, notamment à cause du problème du Mississippi qui était particulièrement bas pendant ces dernières semaines et qui a créé de gros problèmes de transport. Donc, ça a augmenté les prix. L'Australie, pareil, dans les 380. Donc, on se retrouve avec surtout une concurrence ukrainienne à 264 eurotonnes en FOB sur le port d'Odessa et puis 326 FOB russe. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu comparer, c'est les prix pour un de nos gros clients, qui est l'Égypte. Donc, si on ajoute les frais entre ces différents prix FOB et jusqu'en direction de l'Égypte, on se retrouve avec un top 3 des vendeurs, on va dire, avec l'Ukraine, qui est très concurrentielle à 290 eurotonnes. Mais par contre, on sait que c'est très risqué pour les acheteurs d'acheter ukrainien à cause de ce corridor. Il y a aussi donc, en deuxième le prix russe. Donc on voit en ce moment qu'il y a énormément de prix russes, enfin d'achats en Russie. Bah, voilà, on voit le pourquoi, avec un prix à 353 eurotonnes. Et puis, nous, on arrive en troisième position à 366. Donc, on n'est pas non plus hors des prix, mais malgré tout, la Russie, qui arrive avec une grosse quantité de blé à vendre, bah, nous prend pas mal de marché en ce moment. Là, tu veux le rajouter? Non, c'est bon. Voilà. Et si on regarde les prix Euronext du blé, on vous a fait une petite analyse graphique. Donc, on voit, là, on a clôturé à 340, 75. Donc, on est au-dessus des prix d'avant-guerre qui se situent par là en février. Donc, on voit qu'on est quand même sur des prix hauts et que d'ailleurs, on est sur un support au-dessus du support des 320 qui se situe ici, qui est un support très fort qui représente les prix d'avant-guerre, de la guerre notamment, et puis là, sur lesquels on a rebondi de nombreuses fois avant d'augmenter ces dernières semaines. Donc nous, ce qu'on imagine pour les semaines, mois à venir, c'est de rester dans ce canal des 360, 320, où on a déjà testé le haut des 360 il y a 2 semaines, on est redescendu, on a du mal à croire qu'on va descendre en dessous des 320, simplement parce que c'est un support majeur, et tant qu'il y a ces tensions autour du corridor, on risque de rester dans cette zone-là. Et juste la clôture, hein, on est 34, la clôture vient d'avoir lieu, 340,75 sur le décembre blé, exactement la valeur d'hier, hein, pas un iota d'écart. Sur le 23, on a les mêmes prix qu'hier. Le maïs, c'est un copier-coller avec hier. Il n'y a que le colza qui perd 1 euro. Donc vraiment très très peu de choses aujourd'hui sur les marchés. Pour revenir sur le blé, au vu de ce qu'on vient de se dire et pour essayer de faire une synthèse sur ce blé, donc dans les éléments, alors on va essayer de distinguer bien sûr 2 choses, hein. D'abord la récolte 22, un marché plutôt
tendu au vu de ce qu'on s'est dit précédemment, même si la conso est un peu en berne globalement, on n'a pas suffisamment de production pour être sur un marché lourd, donc on est plutôt sur un marché tendu. Donc sur la R22, pour différentes raisons qu'on peut résumer, l'Australie à venir, 30% de la production est en risque qualité, donc ça il va falloir le regarder. Donc double effet de l'Australie, ça peut tendre les marchés meuniers si en effet on a 30% qui est vraiment dégradé, mais de notre côté, ça peut inonder un peu plus encore le marché du fourrager. Donc attention à un écart qui pourrait avoir lieu entre le fourrager et le meunier, qui par exemple sur les orges déjà, on a un écart, on a des bases sur les orges qui sont déjà importants, donc ça avec un risque qui pourrait encore s'accroître ou en tout cas ne pas trop s'améliorer. Donc gardez ça à l'esprit aussi. Sur l'Argentine, donc on l'a vu tout à l'heure, ça c'est un point plutôt de tension. On a 13 et 15 millions entre 13 et 15 millions de production, 17 donnés par l'USDA encore, mais à cause du sec, l'Argentine pourrait décevoir en termes de production et donc baisser ses exportations, tout simplement. Et il reste encore un peu aussi au Brésil où on a 9 millions de tonnes prévues en production, mais avec la pluie qui pourrait peut-être un peu dégrader cette qualité. Voilà. Donc, au final, on arrive sur ces fondamentaux, on arrive à trouver un peu des deux éléments, mais, Clara vient de le dire, un des éléments qui nous, quand même, confirme qu'il faut d'après nous, bien sûr, être plutôt au moins à 50% sur de la 22, même plutôt 60, 70, 75% vendus sur de la 22, alors vendus ou couverts, hein, bien sûr, c'est le risque de la concurrence de la mer Noire avec l'Ukraine qui aujourd'hui a besoin de faire du commerce, qui a besoin du corridor. Donc c'est aussi pour ça que de toute façon, je pense au fond de moi qu'au 19 novembre, ils vont tout faire pour qu'ils continuent parce qu'ils ont aussi besoin d'exporter et des céréales et de l'engrais. Donc, si la Russie et l'Ukraine continuent d'exporter, cette concurrence, Clara vient de vous le montrer dans les prix, va peser potentiellement et en tout cas va limiter la possibilité de hausse sur les prix. Voilà. Pour la 23, on va commencer déjà à faire des projections. Vous êtes en train de semer ou vous avez probablement à peu près terminé les semis de céréales. Donc, on va commencer bien sûr à regarder ça de près. Alors, pourquoi 20%? C'est tout simplement parce qu'au moment où il y a eu des achats d'azote, le conseil était de dire au moins de couvrir la partie financière, en équivalent engrais, tout simplement. Mais ce qu'on va commencer à regarder quand même sur la 23, tout n'est pas ouvert non plus. On va trouver la Russie avec aujourd'hui beaucoup de pluie en Russie qui gêne les semis d'hiver. Donc ça va être important parce que s'ils font moins de semis de blé d'hiver, ils vont avoir tendance à se reporter sur des blés de printemps de manière plus importante. 70, 30, 70 hiver, 30 printemps en temps normal. S'ils font plus de printemps, le potentiel est moindre, donc le volume final peut être moindre. Et cette année, ils seront quand même sur une année record, ne l'oublions pas. Donc la Russie, pour l'instant, c'est pas au beau fixe. Les US sont peut-être le pire actuellement avec seulement 28% des blés qui sont dans des conditions bonnes à très bonnes, alors qu'ils étaient à 45% l'an dernier et on disait déjà que c'était pas terrible. Donc les US sont dans un sec chronique depuis 2 ans et pour l'instant n'en sortent pas. Pas de pluie significative. Et on va finir peut-être avec l'Ukraine. L'Ukraine qui déjà l'an dernier avait du mal à semer. Les prévisions de semis aujourd'hui, alors qu'ils sont quand même plutôt bien avancés dans les semis, les prévisions de semis de l'Ukraine donnent 3 millions 15 d'hectares, 2 millions d'hectares, pardon, de blé semés contre 5 l'an dernier. Et historiquement, on est plus proche des 7 millions. Donc 7 millions, 3 cette année, on n'est même pas à la moitié de la sole semée habituellement en Ukraine. Donc ça veut dire qu'on a forcément un risque quand même de moindre production pour la 23, même si on n'est que au semis et que encore le chemin va être très très long. Mais les feux à 7 heures au 3 novembre pour la 23 sont loin d'être tous au vert. Pas de questions sur le blé, donc on va passer directement au maïs. On va dire qu'on a été clair. On a été clair.
Donc, on a pris le même format type, on va dire, avec d'abord un petit focus sur le bilan de la R22. Tout d'abord, donc les exportateurs. Donc, on voit que les US restent l'exportateur majeur mondial avec 50 millions de tonnes à exporter cette année. On va pouvoir aussi s'intéresser à l'hémisphère sud, donc pareil que pour le blé. Donc en Brésil et en Argentine, qui représentent à eux deux 47% des exports totaux, donc c'est quand même énorme la part de l'Amérique latine. Ce qui se passe en ce moment, donc ils sont en train de semer. Donc on est en train de surveiller parce que surtout en Argentine, donc comme vous l'a dit Olivier, c'est très sec, donc ça ralentit les semis. Au Brésil, il n'y a pas forcément de problème météo majeur. Juste qu'on peut noter que ces deux pays, ils vont récolter en juin-juillet. Donc pour l'instant, ils vont pas encore arriver inonder le marché du maïs pour le moment. Et puis bien sûr, on va regarder l'Ukraine et la Russie qui représentent 16,5% des 5 exportateurs principaux. Donc toujours la même conclusion, toutes ces questions autour du corridor, est-ce qu'ils vont avoir la capacité ou non d'exporter? En sachant que là, si on regarde déjà les exports qui ont été faits par l'Ukraine, ils ont exporté quand même énormément de maïs, au moins autant que l'année dernière. Donc, ce n'est pas forcément sur le maïs qu'il y a eu des blocages en Ukraine, mais plus sur le blé. Côté importateur, donc l'UE, on est l'importateur principal, donc on est les plus dépendants par rapport aux exportateurs, donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse aussi beaucoup. Mais après, on retrouve quand même beaucoup de pays asiatiques qui représentent 35% des importateurs mondiaux. Donc encore une fois, si la Chine ralentit ou si les tensions en Asie, soit à Taïwan, soit en Corée, augmentent, est-ce que la demande va baisser? Oui ou non? Et est-ce que ça va avoir un impact sur le cours du maïs? Donc c'est vraiment quelque chose qui, on le voit, impacte tous les cours de céréales. Donc, si on regarde le bilan mondial, donc pareil, on voit qu'il y a 1,174 milliard de tonnes qui vont être consommées, ce qui est plus, je ne vais pas refaire le chiffre, 5 millions de tonnes de plus que ce qui va être produit. Donc, on peut en conclure assez facilement qu'il va y avoir une tension sur les marchés. Par contre, on retient qu'en France, il y a une baisse de la demande en aliments pour bétail qui va sûrement continuer l'année prochaine. Et puis, on voulait surtout faire un petit focus sur l'assolement 2023 qui risque de changer et d'évoluer. Donc, notamment à cause des prix des engrais et des énergies qui ont énormément augmenté au cours de l'année dernière. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui souhaitent changer leur assolement vers des cultures un peu moins demandeuses en maïs, en azote. Donc, par exemple, passer du maïs vers le tournesol. On en entend de plus en plus parler, donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller avec probablement une baisse de la production de maïs. Par contre, c'est à rationner, puisque aux USA, on voit que le ratio soja sur maïs est à 2,1. Donc, c'est en moyenne, on regarde, c'est à 2,5 d'écart. Donc, on sait que là, ça veut dire que le maïs est plutôt rentable par rapport à du soja. Donc, il n'y aura pas forcément de raison que les Américains, les farmers américains, changent d'assolement pour cette année-là. Mais ça va être à surveiller de près. Voilà. Le ratio aujourd'hui est plutôt favorable au maïs, mais le coût de l'énergie et donc des engrais sur les semaines et les mois à venir, dans leur décision d'assolement, va être vraiment très très important pour les États-Unis. Donc ici, on a essayé de représenter graphiquement où est-ce qu'on en est. On voit que on va de rectangle en rectangle sur le maïs. Donc là, on est revenu dans le rectangle qu'on avait eu plutôt sur le haut. Donc on voit bien quand même que ce qui s'est passé cette semaine a permis de faire un rebond, mais n'a pas permis clairement de repasser au-dessus des 344, cette résistance qu'on vous a tracée ici. Et c'est pareil sur l'historique, on voit quand même que le 38,2 du retracement de Fibonacci ici à 312 reste pour l'instant un support qui semble important. Donc,
Sur le maïs, peut-être un peu plus resserré, sans éléments très nouveaux pour les semaines, voire les mois. On pourrait très bien finir 2022 comme ça, rester dans un couloir 310, 350, hein, pour faire un peu simple. Il y a des chances quand même qu'on reste dans ce couloir-là au vu de ce qu'on a vu encore ces derniers temps et qui ne nous a pas permis d'aller au-dessus. Donc ça veut dire que sur le bilan global maïs, si on fait un peu la même chose, hein, on voit aussi qu'on est plutôt tendu, malgré une consommation un peu en berne, on est plutôt tendu sur le marché, ce qui nous pousse à plutôt avancer au moins de moitié sur la R22, avec le point le plus critique, hein, dont on parlait au début, c'est la partie économique. Risque sur l'économie, économie en difficulté, pourrait impacter l'industrie, le pétrole, l'éthanol, et tout enchaîne, et le maïs sera plus directement touché que le blé, par exemple, parce que on mange du blé presque directement, alors qu'on ne mange pas du maïs directement. Donc il y a cet aspect économique qui, sur le maïs, nous semble plus important encore que sur le blé. Et sur la 23, bah, c'est pareil, c'est en fonction de l'achat des azotes qui reste, on le verra tout à l'heure, même s'il y a un petit relâchement qui reste très très cher, bah, couvrir de manière économique, j'allais dire, financière, accompagner les achats d'azote par des couvertures ou des ventes sur une partie du maïs. Donc 10, ça peut être plutôt 15 ou 20 ou 25% du maïs. La seule chose, c'est qu'on a encore, la campagne est très très longue sur la 22, mais encore plus sur la 23. Donc il peut se passer encore plein de choses. C'est pour ça que d'avancer au-delà de ça aujourd'hui nous semble peut-être un peu prématuré. Voilà pour les céréales. On va passer sur un dossier un peu plus général, oléoprotéagineux. Si Clara reste avec nous. Donc côté oléo, on a résumé les productions totales des trois principales cultures, colza, soja et tournesol. Donc avec du colza et du soja qui sont en hausse par rapport à l'année dernière. Et puis le tournesol qui est un tout petit peu en baisse de 5 millions de tonnes. Mais globalement, on a une production d'oléoprotéagineux en hausse par rapport à 2021. Si on se concentre sur le colza, donc on a une production de 84 millions de tonnes mondialement et une consommation de 80 millions de tonnes avec le plus gros débouché des triturations, les triturateurs qui représentent 75 millions de tonnes. Je pense qu'il va falloir que tu finisses. Tu veux que je reprenne. Il y a pas mal de microbes actuellement avec les changements de temps. Donc voilà, sur les conséquences, hein, sur ce risque d'assolement, c'est une production qui pourrait être globalement en hausse, sur le tournesol notamment. Un colza où pour l'instant la conso est inférieure à la production. Bien sûr, les dernières récoltes qui restent encore un peu de tournesol en Ukraine ou en Russie, principalement en Russie, donc voir est-ce qu'ils arrivent à les récolter, dans quelles conditions. La Chine va être à surveiller principalement sur le soja. On voit aujourd'hui, on a vu passer tout à l'heure des éléments à confirmer, mais de 740 000 tonnes de soja, on sait qu'ils sont capables d'acheter 1 million, 1,5 million, hein, quand ils veulent. Donc, est-ce qu'ils reviennent aux achats, sachant qu'ils sont très très timides pour l'instant? Et donc, autour de ça, quel va être l'assolement pour la R23? L'assole de blé qui est actuellement mise ou qui va être mise en place va bien sûr être importante, mais on l'a dit, mais on le répète, la perspective du tournesol dans les assolements 23 est, à mon sens, assez importante. Le tournesol n'est pas une culture mondiale, c'est une culture plutôt européenne, Europe plus Ukraine, Ukraine-Russie bien sûr, hein. Donc, s'il y a une grosse évolution des surfaces, ça aura un impact sur les prix pour la France, tout simplement.
Et ce qui pousse notamment les évolutions de tournesol, principalement en Ukraine, pourraient être les difficultés dans les trésors aujourd'hui, de trésors dans les fermes. Très clairement, le blé, vous l'avez vu tout à l'heure, vaut moins de 200 dollars en Ukraine, des parts fermes. Donc ça veut dire que c'est faible, donc ça ne leur permet pas de faire de la trésor. Et donc si ça ne leur permet pas de faire de la trésor, ben, ça veut dire qu'ils vont avoir du mal derrière à mettre des maïs en place. Et le tournesol, dans ce contexte-là, est un peu moins onéreux, notamment sur la partie mise en place avec l'azote, forcément, et séchage, si on se projette sur l'ensemble du cycle du maïs, notamment, quoi. Voilà, donc ça va être à surveiller de près avec une tournesol attendue quand même en forte progression. Si on regarde le cours des huiles, forcément, on a l'arrivée d'un élément majeur qui est le 24 février. Alors, on a voulu mettre l'imagé en mettant la tête du président Poutine, mais clairement, ça a eu forcément un impact monstrueux. Bon, depuis, ça s'est calmé. Celle qui a le plus perdu, c'est l'huile de palme, qui était sur des niveaux relativement bas au vu des autres huiles qui se sont plutôt bien maintenues. Et on a maintenant un rebond de l'huile de palme qui semble se confirmer pour l'instant. Alors, plus calmement que la baisse, mais qui semble se confirmer et qui va bien sûr faire partie des éléments, puisque quand on était ici ou ici, il y avait deux solutions. Soit c'était l'huile de palme numéro 1 des huiles dans le monde qui faisait référence et qui entraînait nos autres huiles vers le bas. Heureusement, le soja a très très bien tenu et a évité à nos huiles de tournesol et de colza d'avoir tendance à trop baisser. Donc aujourd'hui, il semblerait que ces huiles-là se soient stabilisées et que ce soit plutôt le palme qui reprogresse et donc devrait permettre de limiter la baisse de l'ensemble des huiles. L'impact forcément de ces cours, c'est bien sûr des usines qui ralentissent ou qui ne ralentissent pas, mais si la croissance est ralentie, les usines ralentissent, et donc si elles ralentissent, elles font baisser le cours des huiles, et si les cours des huiles baissent, les cours des graines avec. Et bien sûr, ce ralentissement peut être lié au point qu'on a vu en introduction, à l'énergie. Donc, si le pétrole augmente, il va tirer les huiles vers le haut, donc les graines potentiellement vers le haut. Donc, tout est lié, vous le savez, on insiste un peu là-dessus, mais ces éléments-là, forcément, vont être à suivre dans les jours à venir. Allez, on a retrouvé Clara. Ouais. Je reviens pour le graphique. Donc, désolée déjà si je vous ai cassé les oreilles. En ce qui concerne le colza, donc là, on a pu tracer un canal haussier avec ce qui s'est passé là, ces 4 derniers jours. Malgré tout, c'est un canal haussier qui reste très fragile parce qu'il n'est pas confirmé. Donc, c'est à voir avec ce qui va se passer demain. Pour l'instant, on a clôturé à l'intérieur. Tout en sachant que malgré ce qui a été annoncé avec le corridor, la fermeture puis la rouverture, on n'a jamais réussi à passer la résistance de 680 eurotonnes qui est liée aux statistiques du retracement de Fibonacci, 38,2%, donc qui montre une résistance quand même assez importante qu'on ne pense pas qu'on va pouvoir dépasser dans les jours, mois à venir. Et puis en bas, on retrouve cette résistance forte qu'on a pu voir ici à 50% de Fibonacci, qui est à 626,50. On voit qu'il est quand même très solide, donc on a rebondi dessus pas mal de fois ces derniers jours. On a rebondi dessus aussi à ce moment-là, donc en juillet. Et puis, ça représente aussi les cours juste au moment de la guerre. Donc, on voit que cette résistance, ce support, il est quand même très, très fort. Donc, on pense dans les mois à venir, on va se retrouver entre cette résistance des 680 et puis ce support des 630. Malgré tout, on a rajouté cette petite accolade orange parce que si... je repars.
S'il y a encore des grosses annonces autour du corridor et une grosse rouverture du corridor plus libre, on va dire, on pourrait retomber là. On voit aussi que ici, c'est un support sur lequel on a rebondi il n'y a pas si longtemps, donc on pourrait retourner. Et puis, cet assolement 2023 qui va commencer à rentrer en compte dans les prévisions et dans l'estimation des cours. Donc, donc, tout ça pourrait faire retomber les cours un peu plus bas. C'est vrai que le prix de la 22, bon, beaucoup sont pas mal avancés, mais c'est surtout le prix de la 23 qu'on va scruter bien sûr maintenant, hein, qui est resté jusqu'à maintenant très très bon, très très proche d'une 22, d'une récolte 22. Donc c'est vraiment là où l'enjeu va être, hein, clairement. Avec tout ce qu'on a dit, on se retrouve avec un marché un peu plus lourd que, notamment par rapport à la production qui va être plus importante que la consommation en colza et en tournesol. Donc, en ce qui concerne la stratégie à laquelle nous on croit, on a séparé les deux cultures, donc d'abord le colza puis le tournesol. Donc, on pense que pour la R22, il faut avoir pratiquement conclu finalement ces couvertures parce qu'aujourd'hui, on ressent en tout cas qu'il y a plus de risques que d'opportunités sur le marché actuel avec tout ce qu'on a dit sur les industries qui risquent de ralentir. On n'a pas forcément fait de focus, mais sur les marges de trituration qui sont pas des plus réjouissantes, notamment pour le tournesol. Donc on pense que pour la R22, il serait plus favorable de ne pas prendre beaucoup de risques. En ce qui concerne la R23, pareil, on voit il y a encore des bons prix actuellement. On sait que c'est des cultures qui sont délicates à produire, donc on ne peut pas engager beaucoup, mais on peut en couvrir une partie. Notamment en tournesol, on sait qu'il y a des prix autour des 630 € tonnes en physique qui sont proposés actuellement pour la R23. Donc ça nous semble après intéressant, qui normalement couvre les charges et nous permet de générer un bénéfice sur la culture de tournesol. Et puis, il y a aussi ce problème d'assolement. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore les estimations d'assolement parce que tout n'est pas semé. Mais on sait que c'est un risque. Il y ait beaucoup d'offres en 2023 de colza et de tournesol. Donc, c'est vraiment à surveiller. On a fini, on a déjà pris un peu plus de temps que ce qui était prévu, comme d'habitude. On est très bavard. On a fini les cultures. On va prendre quand même quelques minutes pour parler engrais, bien sûr. Euh, les éléments qu'on va trouver vont bien sûr tourner autour de l'énergie, hein, qui a été très très élevée, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, avec un gaz qui ces derniers temps a plutôt baissé, 133 actuellement sur l'échéance janvier, avec donc si le gaz baisse, des coûts de production un peu plus raisonnables, même si ça reste toujours cher. Donc on a vu des usines au niveau de l'Europe qui se sont remises à produire alors qu'elles étaient soit au ralenti, soit à l'arrêt. Néanmoins, même si on a une petite accalmie, une amélioration, on pense qu'on est malgré tout toujours sur des risques de pénurie en Europe, notamment sur les céréales. On a quand même toujours dans les points à surveiller, hein, le corridor. Alors le corridor des céréales entre l'Ukraine et la Turquie ne concerne pas forcément directement les engrais, puisque les engrais viennent de Russie, mais il y a un lien forcément, puisque corridor sanctions, sanctions exportation. Donc si le corridor est fermé, il y aura très certainement de nouvelles sanctions. D'ailleurs, il y en a eu d'appliquer, alors on n'a encore pas tous les détails, mais il y a eu fin de semaine dernière de nouvelles sanctions appliquées par l'Europe contre la Russie. Donc c'est bien la preuve quand même qu'il y a un bras de fer entre d'un côté Poutine, on va dire, hein, et de l'autre l'ensemble des opérateurs, notamment tous ceux qui peuvent acheter de l'engrais. Donc ce corridor et sur les céréales, mais peut avoir aussi une répercussion sur les engrais. Donc les sanctions, dès qu'on aura un peu plus d'éléments, et si c'est important, on vous communiquera. Aujourd'hui, on se retrouve de manière assez anormale, étonnante, avec des ports qui sont surchargés d'engrais, parce que ça n'a pas acheté au niveau monde tant que ça.
avec des coûts trop élevés. Et donc, avec des choses complètement aberrantes, des prises en masse, des cases d'engrais qui sont peut-être perdues avec la valeur qu'elles ont, donc c'est quand même des choses très très importantes pour les producteurs ou les opérateurs qui sont entre les deux. Et enfin, dans les produits, enfin dans les offres, pardon, dans ce qu'il faut regarder, dans les offres, c'est la Chine qui fabrique énormément d'urée priée notamment, qui est bien sûr à surveiller de près, puisque si difficulté risque de moins produire ou moins consommer de l'autre côté. Ce côté demande, ben, c'est la baisse du prix en septembre, et puis on va le revoir un peu maintenant aussi. On attend quand même dans les choses à surveiller de très près, c'est un appel d'offres indien, 1 million et demi, qui devrait tomber dans les jours à venir. Et on vous en parle déjà depuis un petit moment, mais c'est forcément l'assolement 23, maïs, tournesol, maïs, plus de céréales, plus de soja. Tous ces éléments vont avoir forcément un impact sur le besoin, notamment en azote. De manière générale, on vous a mis l'ensemble des indicateurs. Alors vous allez nous dire, ils ne se sont pas trop mouillés, ils en ont mis un vert, un rouge, comme ça, on choisit. C'est une manière de voir les choses. Donc, ce qu'on veut montrer par là, c'est qu'on a, ces derniers temps, des prix qui ont plutôt lâché. Alors, la solution azotée, pas beaucoup. L'amont, pas beaucoup, mais notamment l'urée et plus particulièrement le DAP. Ça, ce sont des prix, on va dire, margés départ port, pour faire simple, et l'ammonitrate rendu chez vous. Vrac, tout en vrac. Pas de big bag sur ces prix-là. Concernant l'urée notamment, les dernières vagues d'urée qui ont été achetées, en distribution notamment, ont plutôt été achetées au-dessus de 830 euros. Donc aujourd'hui, la distribution n'a aucun intérêt à répercuter ce prix à la baisse auprès de vous, puisqu'ils ont probablement du stock à 800 voire plus, donc ils vont chercher à faire un prix moyen, mais ils ne vont pas forcément vous proposer ces prix-là. Donc aujourd'hui sur l'urée, quand même une baisse assez considérable s'est opérée. Là où il y a peut-être la plus grosse baisse à venir, c'est sûrement sur l'ammonitrate, parce qu'ils sont quand même aujourd'hui complètement déphasés en termes de prix. C'est pas nouveau, mais ça s'est accentué. Et aujourd'hui, ils font plus rien. Ils vendent plus rien, ils font plus rien. Ils ont fait tourner des usines et il n'y a rien qui est sorti. Donc, à surveiller, mais probablement une baisse peut-être assez marquée sur l'ammonitrate dans les jours ou semaines à venir. Et le DAP, ben, il a fait sa baisse parce qu'il n'y a rien qui se vendait. Donc, c'est pour ça qu'il a acté une baisse relativement importante. Hein. On parlait quand même de 1100, voire 1200 euros la tonne. On est à 900, donc 300 euros, c'est loin d'être négligeable. Pourquoi une flèche rouge, pourquoi une flèche verte et rouge, pardon? C'est parce qu'on pense que malgré tout, ces baisses, à notre sens aujourd'hui, la vision qu'on en a aujourd'hui, ne sont pas forcément durables. Et il suffit de penser que les Indiens vont se remettre à acheter, et notamment ici avec 1,5 million potentiel, et puis probablement ils auront besoin de 2 millions de tonnes tous les mois, vont tenir les prix, et le coût de l'énergie, même s'il a baissé, reste malgré tout encore très cher. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces flèches vertes et rouges. Le message qu'on veut vous passer, c'est pour ceux qui ne seraient pas totalement couverts, c'est plutôt de se dire, il y a peut-être une opportunité, saisissons-la, mais c'est pas certain qu'elle dure très longtemps. Voilà le message très clair qu'on a aujourd'hui à passer. Si cette flèche se transforme en vert, on va le savoir dans peu de temps, mais pour l'instant, on ne parie pas sur une baisse durable. On a juste voulu remettre un tableau qu'on vous a déjà présenté, mais si on prend un blé avec 190 unités, avec 150 de solutions azotées, 40 d'amont dans notre exemple, on fait 7 tonnes de blé à l'hectare. C'est représenté ici, hein, de juin 20, octobre 21, en prenant le coût normatif moins une base à 25, et de l'autre côté en prenant le coût de l'unité, c'est quelque chose qu'on vous a déjà montré, ben, on voit qu'aujourd'hui, en prenant pourtant 20% d'augmentation des charges par rapport à juin 21,
On avait mis ici 20%, on a mis maintenant 30% d'augmentation des charges à 162 € la tonne. On a un coût forcément de fertilisation à 66 € dans cet exemple-là, hein, lié à ça. Donc forcément, c'est très cher. Mais avec un prix, grosso modo, 325, allez, on est à 324,75 ce soir, 324,75 moins une base à 25 ou 30, ça veut dire qu'on est à 2,95 ou 300 ici sur du décembre 23. Ça veut dire qu'on arrive quand même à dégager 70 € la tonne de marge sur cet exemple-là. Donc ça veut dire que pour celui qui n'a encore pas avancé, profiter des prix actuels reste, à notre avis, sur la R23, encore un bon calcul. Il faut juste avoir la trésor, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un camion coûte vraiment hors de prix, c'est très clair. En conclusion, sur l'engrais, on reste toujours dans la même dynamique. On a des marchés qui restent malgré tout tendus, donc d'où notre inquiétude sur la baisse durable. Donc plutôt 100% de couverture sur les céréales. Il y a un moment que dans la strate info, dans la strate fertile, on vous pousse à acheter vos céréales. À l'heure actuelle, même avec la baisse qu'on a, il n'y a pas d'erreur de stratégie puisqu'on a des prix qui sont encore plus chers que grosso modo l'ensemble des achats que vous avez pu opérer, donc pas de souci particulier là-dessus. Donc être toujours couvert sur les céréales parce qu'on n'est pas à l'abri encore et toujours de problèmes de disponibilité. Sur les maïs, beaucoup étaient avancés entre 25-50%, peut-être profiter de cette baisse pour avancer au moins de 75%, bien sûr si la trésor le permet, ou vendre un peu de céréales pour pouvoir avancer un petit peu plus, avec un risque de maintien des prix ou de problèmes de disponibilité, peut-être aussi sur les maïs, même si pour l'instant, c'est encore très loin. On a terminé.